Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Je vais vous montrer comment il est possible de réaliser rapidement des formes complexes grâce aux outils proposés par SolidWorks. Avant de commencer, passons en revue les différents points que je vais aborder avec vous. On verra tout d'abord la possibilité de créer des nouvelles splines de style avec l'introduction de la B-spline. On verra aussi que l'interface utilisateur a été améliorée pour tout ce qui est ajustement de surface. Il y a une nouvelle option qui permet aussi de directement convertir un volume fermé à partir de surface en un solide. Et également, on verra qu'au niveau des congés, il y a maintenant la possibilité d'appliquer une courbure continue afin d'avoir un modèle mieux défini. Et dernièrement, nous verrons l'outil intersection pour laquelle il y a également une belle nouveauté. J'ai ouvert ici le modèle que l'on va voir ensemble. Donc je vais modéliser une cruche. Voilà, donc une cruche avec des formes complexes. Dans mon arborescence, je vais venir montrer une esquisse, ici, Handle Site Profile, que je vais éditer. Alors vous voyez ici une ligne de construction qui va disparaître. Je vais donc la remplacer par une autre entité, une spline. Mais avant ça, peut-être que certains d'entre vous se demandent comment insérer une image dans une esquisse, car ici vous voyez par exemple, vous pouvez importer une image, un croquis, un scan que vous aurez fait. Alors comment importer cette image? C'est très simple. Je vais ouvrir une nouvelle pièce. J'édite, je crée une nouvelle esquisse sur un plan. Ici par exemple le plan de face. Voilà, donc vous devez être dans l'édition d'une esquisse. Vous allez dans Outils, Outils d'esquisse, et vous venez chercher Image d'esquisse. Vous venez pointer dans un répertoire une image. Donc vous voyez les extensions de fichiers sont assez larges. Vous pouvez faire du BNP, du GIF, du JPEG, du TIFF, etc., etc., du PNG. Je choisis mon image, je fais ouvrir. Et là, voilà, vous avez votre image. Donc vous avez ici dans le Property Manager des outils qui vont permettre de manipuler l'image. Vous avez depuis 2014 une nouveauté qui s'appelle ici l'outil d'échelle. C'est cette ligne au centre de l'image qui va vous permettre de définir une taille pour votre dessin afin de travailler dans l'échelle voulue. Donc vous positionnez le premier point, le deuxième point suivant des références. Une fois que vous lâchez le deuxième point, vous avez ici donc le code, enfin la fenêtre de code qui va vous permettre de dimensionner votre image. Par exemple, je veux une figurine de 200 mm, de 20 cm de haut. Et après avoir validé, il me la redimensionne à la bonne échelle. Il ne me reste plus qu'à positionner mon dessin. Alors vous avez aussi la possibilité de mettre des transparences afin de, par exemple, ici masquer le fond blanc défini par l'utilisateur. Je prends ma pipette, je viens sélectionner une couleur et avec les tolérances plus ou moins précis, la transparence, j'augmente ma transparence, je valide et vous voyez que du coup c'est plus léger, je peux voir à travers mon image. Si vous voulez revenir dans l'image, il suffit de double-cliquer sur l'image et vous pouvez alors modifier l'une ou l'autre chose. Voilà. Alors moi ce que je vous propose quand vous faites travailler avec une esquisse, enfin avec un dessin, c'est de l'intégrer dans une esquisse, sortir de l'esquisse et ne rien dessiner dedans. Comme ça, vous pouvez la renommer et c'est une base pour votre dessin. Et de cette manière-là, vous pouvez la masquer de temps à autre et puis créer une nouvelle esquisse et venir avec les outils de spline dessiner le contour de votre dessin. Mais ça, je vais voir avec vous dans une petite seconde. Donc voilà, ça c'était afin de vous montrer comment placer une image dans une esquisse. Je reviens à ma cruche, donc j'ai édité l'esquisse. Je me mets normal à mon dessin. Alors, aussi peut-être une petite introduction parce que ici je vais, pour respecter la courbure
de ma cruche, je vais utiliser des splines. Alors il y a maintenant pas mal d'outils de spline depuis 2014. Je vais également faire une petite introduction pour les splines afin que vous compreniez mieux ce que je fais. Je vais donc ouvrir une nouvelle pièce. Et voilà, donc en gros la spline existe depuis longtemps dans le monde de la CAO, sauf que elle est assez particulière parce qu'elle est assez instable. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'essai, mais lorsque vous voyez ici, vous prenez la spline, donc ça existe depuis pas mal de temps, ben vous faites point par point une spline. Alors l'avantage, bon, c'est elle est instable, c'est-à-dire qu'elle est euh, elle est difficile à contraindre totalement. D'ailleurs, c'est rare qu'on contraigne totalement une spline. On définit la position des points et on s'arrête généralement là, parce que vous voyez, on peut aussi définir la longueur ici des poignets, l'angle des poignets. Mais donc, si vous voulez faire ça dans son entièreté, ça va vous mettre beaucoup de temps et ça va être très lourd. Donc voilà, c'est pour ça par exemple, en petit historique, après la spline, il y a par exemple l'ingénieur Philippe Bézier qui crée en 1962 la courbe de Bézier. Alors celle-ci a l'avantage d'être beaucoup plus stable. Et donc SolidWorks a introduit une courbe de Bézier en 2014. Vous la retrouvez ici sous le nom de spline de style. Donc ça c'est en fait une courbe de Bézier. Alors vous voyez ici, bon, vous avez la nouveauté 2014 Bézier, mais vous avez aussi, comme on est en 2016, les nouveautés 2016. C'est-à-dire que on aura le choix maintenant en 2016 entre la courbe de Bézier et puis aussi on pourra choisir la B-spline qui, elle, en fait c'est une courbe de Bézier avec différents degrés de rigidité. Je vais vous montrer ça dans un instant. Mais dans un premier temps, la courbe de Bézier, donc elle est beaucoup plus robuste et elle va vous permettre de créer des surfaces lisses, parfaitement lisses et parfaitement maîtrisées. Donc vous voyez, vous définissez ici des polygones de contrôle et la seule chose que vous devez faire, c'est simplement, comme des lignes, vous pouvez coter et appliquer des contraintes sur vos polygones de contrôle. C'est la seule chose que vous devez faire et au final, bah, vous arrivez à une spline de style totalement contrainte. Donc là, vous avez maintenant la possibilité de vraiment contraindre votre spline, ce qui n'était pas le cas avec la simple spline. Alors en 2016, ils introduisent également dans spline de style la possibilité de faire, par exemple ici, des splines de degré 3, 5 ou 7. Alors je vais vous montrer. En fait, suivant le nombre de polygones de contrôle que vous faites, vous aurez l'occasion de faire des degrés de rigidité différents. Donc, par exemple, pour un degré de rigidité 3, il vous faut au moins minimum 4 polygones de contrôle. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Je sélectionne ma spline et vous voyez, j'ai l'occasion de choisir uniquement le degré de 3 parce que j'ai pas plus de polygones de contrôle. Si je viens maintenant faire une autre spline de Bézier avec, c'est toujours 1 de plus que le degré que vous choisissez. Donc par exemple ici degré 5, ben, vous devez faire 6 polygones de contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez donc l'occasion de choisir entre 3. Donc vous voyez la rigidité ici entre 3 et 5. Elle est beaucoup plus tendue sur 5. Et finalement, ben, vous l'aurez compris, pour avoir un degré de rigidité 7, il faut 8 polygones minimum de contrôle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à ce moment-là, quand je sélectionne, ben, j'ai l'occasion de faire 3, 5 ou 7. Donc vous voyez, 3, beaucoup plus souple, 5, un peu plus rigide, et 7, beaucoup plus rigide. Et de cette manière-là, vous aurez plus de facilité pour créer des surfaces tendues, mais tout en respectant une courbure désirée. Voilà, j'espère que ça a été clair. Donc vous avez la spline, la courbe de Bézier, degré 3, degré 5 et degré 7. Alors on va y revenir dans le dessin, je sors de ça. Donc je suis dans mon esquisse, je vais maintenant dessiner à l'aide d'une spline de style. Voilà, je ne prends pas Bézier, je dis directement le degré 5. Ça convient bien à ce que je veux faire. Je positionne mes polygones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Voilà. Alors une nouveauté aussi depuis quelques temps, c'est depuis 2015, remplacer une entité par une autre. Par exemple, celle-ci, bah, elle me servait juste à positionner le dessus et le dessous des références pour ma cruche. Je vais la remplacer par la nouvelle spline que je viens de créer. Donc simplement, je fais clic droit sur la ligne que je veux remplacer et je viens ici, je ne suis même pas obligé de faire clic droit, je peux simplement faire clic gauche et vous avez cette petite icône, remplacer l'entité. Voilà. Alors, dans le Property Manager, soit vous pouvez créer cette ligne que vous remplacez en ligne de construction, mais c'est déjà une ligne de construction, donc moi je vais lui demander de l'effacer, j'en ai plus besoin, et je vais la remplacer par ma sélection, donc ma spline. Voilà, je valide, ma ligne de construction disparaît, et je peux maintenant positionner avec assez bien de souplesse et de facilité ma spline de style. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Je ne vais pas prendre le temps de contraindre totalement ma spline pour ce cas-ci. Je vais simplement, vous voyez ici, c'est aussi quelque chose de pratique lorsque vous voulez sortir de l'esquisse. Bon, vous pouvez faire Enter dans certains cas. Il y a la touche D aussi, nouveauté 2016, qui vous permet de d'apporter le coin de confirmation qui se trouve normalement ici à droite, près de votre curseur. Sinon, vous pouvez aussi sélectionner une entité, un point par exemple, et alors il y a ce petit menu qui s'affiche, et vous pouvez alors quitter l'esquisse. Voilà. Donc je clique maintenant sur une autre esquisse, qui détermine ici la courbe droite de ma cruche. Même chose, avec le petit menu pop-up, je lui demande d'éditer mon esquisse. Alors une autre nouveauté qui est vraiment pas mal en 2016 par rapport à 2015, c'est que, bon, on pouvait le faire en 2015, c'est-à-dire qu'on peut convertir une spline, donc vous voyez la vieille spline très instable, en une spline de style. En 2015, il le faisait, mais il le faisait de manière très complexe, c'est-à-dire que après conversion, on retrouvait un grand nombre de polygones de contrôle, ce qui faisait qu'on avait beaucoup de mal à travailler sa spline. Je vais vous montrer, je vais passer en 2015. Voilà, 2015, j'ouvre un exemple. J'ai dessiné au préalable une spline, la simple spline, et regardez, et je vais ouvrir dans un second temps la même spline mais en 2016. Ici, je fais donc clic droit. En faisant clic droit, vous avez la possibilité de convertir en spline de style. Voilà, bon, il y a une petite mention que vous pouvez ne plus afficher. La spline convertie sera une approximation, donc c'est pas exactement la même chose, hein, mais ça se rapproche très bien. Vous verrez qu'en 2016, il se rapproche encore plus de l'original. Voilà. Voulez-vous poursuivre la conversion? Oui. Et vous voyez le nombre de polygones ici que j'obtiens en 2015. Donc si vous voulez travailler ça, ça devient très très lourd. Bon, vous pouvez évidemment diminuer le nombre de polygones, mais vous perdez alors complètement la forme de base. Tandis qu'en 2016, je vais sortir d'ici, ça a été quand même amélioré. J'aurai plus besoin de 2015. J'ouvre la même spline. Voilà. Alors je fais exactement la même procédure. Vous allez voir la différence. Clic droit, convertir en spline de style. Et vous voyez, ici directement, j'ai beaucoup moins de polygones et il conserve ma courbure. Et du coup, la gestion de cette courbure est beaucoup plus aisée. Voilà. Donc c'est quand même une petite amélioration qui est vraiment pas mal. Je sors de ceci. Voilà, donc je vais faire ici clic droit, convertir en spline de style. Il me le fait. Et j'ai l'occasion de venir bouger, adapter mon dessin. On va dire que c'est bon. Je sors de mon dessin. Voilà. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. En fait, je vais créer un lissage avec toutes ces courbes. Il y a des courbes qui sont masquées pour le moment. Mais voilà, je vais venir directement éditer la fonction de lissage, main body. Hein, j'imagine que tout le monde connaît plus ou moins le lissage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais juste éditer la fonction. Donc vous voyez, on a des profils. Ici intermédiaire. Et puis on a des courbes guides qui me permettent, par exemple les courbes ici à gauche, à droite, qui me permettent de travailler la forme complexe. Voilà. Alors je vais masquer les esquisses pour plus de clarté.
Donc ici avec l'interrupteur, le petit œil, je peux masquer les esquisses. Et qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ben, je vais vous montrer ici la possibilité, maintenant qu'on a cette surface, je viens tout en bas de mon arbre de création, d'autres surfaces donc apparaissent. C'est bon, donc des corps surfaciques. Ce ne sont pas, ici on n'a pas de corps volumique, mais on va aller vers un corps volumique. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, évidemment, il y a tous des outils de surface qui me permettent de créer ces surfaces. Je ne vais pas l'expliquer dans cette web démo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le support. Donc avec cette surface, je vais vous montrer la nouveauté dans les outils de surface, ici au niveau de restreindre les surfaces. Alors je vais prendre un type d'ajustement mutuel pour sélectionner l'entièreté de mes surfaces. Donc je les sélectionne. Donc au niveau de l'interface de cet outil, l'amélioration, ça se situe dans un premier temps ici au niveau des options d'aperçu. Alors je vais garder les sélections, c'est-à-dire que vous avez maintenant affiché les surfaces que vous avez sélectionnées. Les surfaces qui n'ont pas été sélectionnées, je vais commencer avec ceci. Et puis on peut avoir les deux premiers modes dans un seul mode. On verra ça dans un instant. Alors je vais garder ici, je garde les sélections, donc j'ai besoin pour concevoir ma cruche de cette surface, la surface de fond, ici pour la anse, et puis pour fermer le volume ici au-dessus. Voilà. Donc en fait en 2015 ça existait, mais il n'y avait qu'un seul mode de visualisation, et c'était parfois très très laborieux et même très difficile à savoir ce qu'on faisait. Et donc c'est une belle trouvaille, une belle nouveauté qu'ils ont fait ici. Donc vous voyez, je peux sans valider voir ce que j'ai sélectionné, ça me paraît bien. Repasser à l'autre mode, et puis le troisième mode, ça me permet de voir toutes les surfaces et le volume que j'ai créé. Alors, autre nouveauté, c'est que depuis maintenant l'interface ici de l'ajustement de surface, je peux créer un solide, si c'est possible évidemment, si toutes les surfaces forment un volume fermé. En 2015, c'était pas possible. Donc voilà, ça va un tout petit peu plus vite. Je crée un solide et j'ai donc maintenant plus qu'un corps volumique. Je vais vous montrer une autre nouveauté. C'est donc au niveau des congés. Voilà. Alors, je vais commencer par les congés constants, taille constante. Je vais par exemple faire un congé asymétrique, c'est-à-dire avec deux valeurs de rayon. Je vais faire une valeur de 8 mm et une taille de 10 mm pour l'autre, vous allez voir. Et alors, la nouveauté, ça se situe ici. Avant, on pouvait faire que elliptique, conique rho. Maintenant, on a la possibilité de faire une courbure continue. Alors, la courbure continue existait, mais uniquement ici dans le troisième type de congé, c'est-à-dire ajustement type de congé avec surface. Maintenant, ils l'ont intégré dans le congé constant, à taille constante. Donc je choisis ceci, je prends mon arête, voilà, tout simplement, et je valide. Je vais faire la même chose pour la anse, congé. Je fais ici pour la anse un congé à taille variable, ça va me permettre d'avoir des points intermédiaires, et pour chacun de ces points, pour ceux qui ne l'auraient jamais utilisé, je vais pouvoir définir une valeur de rayon différent. Donc, je vais demander quelque chose de symétrique. Voilà. Également courbure continue, c'est la nouveauté. Je sélectionne mon arête. Et vous voyez, j'ai des points intermédiaires. J'ai demandé ici 3 points intermédiaires. Je pourrais en mettre plus, mais ça me suffit. Je viens cliquer sur chacun des petits points pour afficher l'arête, enfin une étiquette. Voilà, donc par exemple ici, je demande 15 mm. Ici, 10, 7 mm et 4 mm. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de sympathique. Je valide. Alors on ne le voit pas très bien, mais on va voir maintenant que c'est vraiment une courbure continue grâce aux outils d'évaluation. Vous pouvez l'utiliser. N'oubliez pas qu'il y a ces petits outils quand vous travaillez des surfaces complexes qui va vous permettre de voir la continuité entre différentes surfaces. Alors je vais appliquer la zébrure. Et là, je peux voir qu'il y a une parfaite continuité entre les surfaces parce que vous voyez, les lignes au niveau des zébrures sont continues et ne changent pas de manière abrupte de direction. Je vais vous montrer la différence entre, par exemple, deux surfaces tangentes, hein, ce qu'on pouvait faire uniquement en 2015, par rapport ici aux zébrures de la continuité de courbure. Donc je réédite
mon congé. Voilà, et je vais faire un simple cercle. Je valide. Et vous voyez ici, la rayure, au lieu d'être continue, elle change de manière euh, très abrupte de direction. Donc ça veut dire que c'est tangent, mais il n'y a pas de continuité de surface. Donc la surface ne va pas être parfaite. Donc ça, c'est quand même une belle amélioration pour 2016. Bon, pour la suite, je vais le laisser comme ça n'a pas beaucoup d'importance. Je peux même faire CTRL Z, voilà. Comme ça, je reviens avec une continuité de courbure. Je vais maintenant symétriser ma carafe afin de créer un volume complet. Donc ici, avec les outils de symétrie, je sélectionne le plan du milieu, la face du milieu. C'est bien un corps que je veux symétriser. Je demande de fusionner les pièces volumiques et pourquoi pas de coudre les surfaces afin d'avoir un plus beau fini, moins d'arêtes disponibles au sein de ma géométrie. Hein, c'est toujours bien d'avoir un minimum d'arêtes. Ça permet d'avoir moins d'erreurs lors d'une exportation ou même d'une modification, une reconstruction. Voilà, donc j'ai ma cruche, c'est un volume, ça vous connaissez sans doute. Je vais créer une coque, donc je sélectionne la face du dessus pour l'enlever. Je vais sur l'outil coque qui est ici. Je définis une épaisseur de paroi constante ici de 1,5 mm et j'obtiens donc un volume creux. La dernière nouveauté en 2016, bon, l'outil existait mais il a été amélioré, c'est ici intersection. Donc j'ai défini dans mon arborescence un plan qui définit le niveau maximal de remplissage de ma cruche et ça va me permettre de créer un volume interne qui va me permettre donc de connaître le volume que peut contenir ma cruche. Et donc c'est ici que réside la dernière nouveauté, c'est dans l'intersection. Parce qu'en 2015, on pouvait utiliser l'intersection, mais il n'y avait pas, vous voyez ici maintenant, il est possible de créer des régions internes. Et en 2015, on pouvait le faire, mais alors il décomposait, il coupait la cruche ici en deux. Donc on se retrouvait avec 3 volumes ici. En 2015, il ne le fait plus et il crée une région interne très facilement. Donc je choisis mon plan, mon volume, je demande l'intersection. Vous remarquez qu'il y a un volume qui s'est créé. Je valide. Avec cette nouveauté, donc on garde l'intégrité de notre volume initial. Ça reste un seul volume. Et j'ai maintenant ici un volume interne et je vais pouvoir facilement, dans les outils d'évaluation, ici, propriété de masse, je vais lui demander par rapport à ce volume et je vais pouvoir calculer rapidement le volume interne, 1,97 litres. Voilà, c'est fini. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine Technical Tips.